Et si tout avait commencé avec lui, avant les grandes écoles d'Athènes, avant les débats enflammés de l'Agora, avant même que le mot philosophie ne prenne son sens, avant Socrate, avant Platon, avant Aristote, il y eut un homme né au VIe siècle avant notre ère, dans une cité portuaire baignée par la mer Égée. Un homme qui n'a laissé aucun livre, aucune œuvre écrite, aucun traité. Et pourtant, son nom a traversé les siècles. Il aurait levé les yeux vers le ciel, observé les étoiles, mesuré les ombres, écouté le murmure de l'eau, et il aurait osé poser une question que personne jusque-là n'avait formulée de cette manière. De quoi est fait le monde? Pas quel Dieu l'a créé, pas quelle légende l'explique, mais quel est son principe, son origine, sa substance première? Son nom, Thalès de Milète. On le considère aujourd'hui comme le premier philosophe occidental, le premier à avoir cherché une explication rationnelle à l'univers. Mais qui était-il vraiment? Un sage visionnaire? Un mathématicien de génie? Un astronome capable de prédire les éclipses? Un marchand éclairé devenu penseur? Ou simplement un homme qui a osé regarder le monde autrement? Aujourd'hui, nous allons remonter plus de 2600 ans en arrière, à la rencontre d'un esprit qui a changé notre manière de penser. Voici la vie, la pensée et le mystère de Thalès. Nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le monde que nous appelons aujourd'hui la Grèce n'est pas encore une nation unifiée. Il n'y a pas de capitale, pas d'empire grec. Il existe une constellation de cités indépendantes. Athènes, Sparte, Corinthe. Et plus à l'est, sur les rives de l'Asie mineure, Milet. La Grèce archaïque est un monde en mouvement. Les navires sillonnent la mer Égée. Les marchands voyagent jusqu'en Égypte, jusqu'en Phénicie, jusqu'en Babylonie. Les ports sont bruyants, animés, cosmopolites. On y entend différentes langues. On y voit différentes cultures. Et Milet est l'un des cœurs battants de ce monde. Située en Ionie, dans l'actuelle Turquie, la cité est prospère, ouverte, tournée vers l'extérieur. On y échange des étoffes, des métaux, des épices. Mais on y échange aussi autre chose, des savoirs. Les Grecs découvrent les techniques géométriques des Égyptiens, capables de mesurer les terres après les crues du Nil. Ils découvrent les calculs astronomiques des Babyloniens, qui observent le ciel depuis des siècles. Ils découvrent des traditions religieuses, des récits anciens, des cosmologies étrangères. Et lentement, quelque chose change. Jusque-là, le monde s'expliquait par les mythes. Les éclairs, la colère de Zeus, les tremblements de terre, le trident de Poséidon, les saisons, les humeurs des dieux. Mais dans ces cités ouvertes sur le monde, une nouvelle attitude émerge. On commence à se demander, et si les phénomènes naturels obéissaient à des lois? Et si le monde avait une structure, un principe, une cohérence accessible à l'esprit humain? C'est une révolution silencieuse. On ne renonce pas aux dieux, mais on cherche autre chose, une explication rationnelle, une cause naturelle, un fondement unique derrière la diversité du réel. C'est ici, dans cette effervescence intellectuelle, dans cette rencontre des cultures, que naît ce que nous appelons aujourd'hui la philosophie. Et c'est dans cette atmosphère de curiosité, de commerce et d'ouverture que grandit un homme nommé Thalès. Thalès serait né vers 624 avant Jésus-Christ à Milet. Nous parlons au conditionnel, car autour de lui tout est brume. Il n'existe ni autobiographie, ni manuscrit signé de sa main, ni témoignage direct de son époque. Il appartient à ces figures anciennes dont l'existence est réelle, mais dont les contours sont façonnés par la mémoire et la tradition. Ce que nous savons de lui nous vient d'auteurs plus tardifs, comme Aristote, qui le mentionne comme le premier à avoir cherché un principe rationnel du monde, ou Hérodote, qui rapporte qu'il aurait prédit une éclipse solaire, ou encore Diogène Laërce, qui compile anecdotes et récits sur les philosophes antiques. Mais ces auteurs vivent parfois 2 à 3 siècles après lui. Thalès est donc déjà une légende quand on écrit sur lui. On raconte qu'il aurait voyagé en Égypte. Là-bas, il aurait appris les techniques géométriques
utilisée pour mesurer les terres après les crues du Nil. Il aurait également étudié les savoirs astronomiques en Babylonie, où l'observation des astres était pratiquée depuis des générations. Qu'il ait réellement parcouru ces contrées ou non, une chose est certaine. Sa pensée porte l'empreinte d'un monde ouvert, nourri d'influences multiples. Il n'était pas un penseur isolé, il était un homme du monde. Fait étonnant, Thalès n'a laissé aucun texte. Rien, pas un traité, pas un fragment, pas une ligne conservée. Et pourtant, il est considéré comme le point de départ de la philosophie occidentale. Son influence est immense. Pourquoi? Parce qu'il a inauguré une manière nouvelle de penser. Il a déplacé la question. Il n'a pas demandé « Quel Dieu gouverne le monde ?» Il a demandé « Quel est son principe ?» Ce simple déplacement suffit à changer l'histoire. Thalès est également compté parmi les 7 sages de Grèce. Ces figures emblématiques incarnaient la prudence, la mesure, la sagesse pratique. Ils n'étaient pas seulement des penseurs abstraits. Ils conseillaient les cités, participaient à la vie politique, incarnaient d'une forme d'intelligence appliquée. Thalès n'était donc pas un rêveur détaché du monde. Il était un homme respecté, reconnu pour sa capacité à comprendre les phénomènes naturels, mais aussi les affaires humaines. Autour de lui circulent aussi des anecdotes. On raconte qu'un jour, absorbé par l'observation des étoiles, il serait tombé dans un puits. Une servante thrace aurait ri de lui. « Tu cherches à connaître ce qui est dans le ciel et tu ne vois pas ce qui est à tes pieds. » Cette histoire, rapportée plus tard, symbolise déjà un débat éternel. Le philosophe est-il déconnecté du réel ou voit-il plus loin que les autres? Thalès reste donc un paradoxe. Un homme dont nous savons presque rien, mais qui a changé la manière dont l'humanité pense le monde. Un penseur sans livre, mais à l'origine d'une tradition de pensée de plus de 2 millénaires. Et peut-être est-ce cela son plus grand mystère. Il n'a rien écrit, mais il a ouvert une voie. Thalès n'était pas seulement philosophe, il était aussi mathématicien, ingénieur, astronome. À une époque où les frontières entre disciplines n'existaient pas encore, il incarnait ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui un esprit scientifique. Mais pour comprendre à quel point cela est révolutionnaire, il faut se souvenir. Nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ. Le ciel est encore domaine des dieux. Les éclipses sont des présages. Les phénomènes naturels sont des signes divins. Et pourtant, selon Hérodote, Thalès aurait prédit une éclipse solaire survenue en 585 avant Jésus-Christ. L'événement aurait même interrompu une bataille entre les Mèdes et les Lydiens. Le jour se serait transformé en nuit. Les soldats, terrifiés, auraient cessé de combattre. Si cette prédiction est exacte, et les historiens débattent encore de sa précision, alors c'est un moment capital. Car cela signifie qu'un homme aurait compris que les phénomènes célestes ne sont pas arbitraires. Ils suivent des cycles, des régularités, des lois. Thalès aurait probablement utilisé des connaissances babyloniennes sur les cycles d'éclipses. Mais peu importe, ce qui compte, ce n'est pas seulement la prédiction, c'est l'attitude. Observer, calculer, anticiper, comprendre le ciel sans invoquer la colère divine. C'est une rupture. Son nom reste aujourd'hui associé à ce que nous appelons le théorème de Thalès. Il concerne les proportions dans les triangles et les droites parallèles. Dit simplement, si 2 droites sont parallèles, elles découpent des segments proportionnels. Cela peut sembler abstrait. Mais imaginez, vous voulez mesurer la hauteur d'un arbre immense ou d'une pyramide, sans y grimper. Comment faire? Vous observez son ombre. Vous comparez cette ombre à celle d'un bâton de taille connue. Et grâce aux proportions, vous calculez. Une légende raconte que Thalès aurait mesuré la hauteur des pyramides d'Égypte de cette manière. Il aurait attendu le moment précis où son ombre était égale à sa taille. À cet instant, l'ombre de la pyramide était égale à sa hauteur. Geste simple, idée géniale. Mais le plus important n'est pas le calcul. Ce n'est pas la prouesse technique, c'est le principe sous-jacent. Thalès agit comme si le monde était intelligible, comme si la nature obéissait à des lois mathématiques.
comme si l'univers pouvait être compris par la raison humaine. C'est une révolution silencieuse, car cela signifie le monde n'est pas chaos, il n'est pas caprice divin, il est structure, ordre, proportion. Et si l'on peut mesurer une ombre, alors peut-être peut-on aussi mesurer l'univers. Voici la question fondamentale de Thalès. Quel est le principe premier de toute chose? Derrière la diversité du monde, derrière les montagnes, les animaux, les astres, les hommes, existe-t-il une origine commune? Une substance première? Un fondement invisible mais universel? À cette question, Thalès répond d'une manière étonnante. Tout est eau. Pourquoi l'eau? Parce qu'elle est partout. Elle est la mer qui entoure les terres grecques. Elle est la pluie qui nourrit les récoltes. Elle est la source qui donne la vie. Sans eau, rien ne pousse, rien ne survit. Mais il y a plus. L'eau se transforme. Elle devient vapeur, elle devient glace, elle devient rivière, nuage, rosée. Elle change de forme, sans cesser d'être elle-même. Peut-être Thalès y voyait-il le modèle même de la réalité, une diversité apparente, mais une unité profonde. Pour désigner cette substance première, les Grecs utilisent un mot. L'arché, le principe, l'origine, ce qui est à la source de tout. Thalès est le premier penseur connu à chercher un arché naturel. Il ne dit pas « Zeus est l'origine ». Il ne dit pas « Un dieu a façonné le monde selon sa volonté ». Il cherche un principe observable, une cause rationnelle. C'est un geste intellectuel immense. Car pour la première fois, quelqu'un affirme implicitement « Le monde peut être compris sans passer par le mythe. Il possède une structure, un ordre, une cohérence. Cela peut sembler simple aujourd'hui. Mais imagine, pendant des siècles, les phénomènes naturels étaient interprétés comme des interventions divines. L'éclair était un signe, la tempête, une punition, la sécheresse, une colère. Avec Thalès, quelque chose change. On ne supprime pas les dieux, mais on ose penser que la nature suit des lois propres, que le réel n'est pas chaos, qu'il est intelligible. Et si l'eau est le principe, alors le monde n'est plus une histoire sacrée, il devient une énigme à résoudre. Thalès n'a laissé aucun écrit. Les paroles qu'on lui attribue ont été rapportées bien plus tard. Mais qu'elles soient authentiques ou reconstruites, elles reflètent l'esprit de la sagesse grecque. On lui prête ses maximes. Le plus difficile est de se connaître. Le plus facile est de donner des conseils. Rien n'est plus rare qu'un tyran qui vieillit. Pour bien régler sa conduite, il ne faut qu'éviter ce que nous blâmons chez les autres. Comme tu traites tes parents, les enfants te traiteront. Il faut toujours avoir les mêmes égards pour ses amis, qu'ils soient présents ou absents. Il ne suffit pas d'avoir les mains propres, il faut avoir l'esprit pur. Le temps met tout en lumière. Qui est heureux? L'homme bien portant, riche et instruit. Le moyen de supporter le malheur, c'est de voir quelqu'un de plus malheureux que soi. La nécessité est la chose la plus forte, puisqu'il n'y a rien dont elle ne vienne à bout. Ces phrases relèvent davantage de la sagesse pratique que de la spéculation cosmologique. Elles montrent un homme attentif à la conduite humaine, à la mesure, à l'équilibre, à la responsabilité. Peut-être que l'eau n'est pas le principe ultime, peut-être s'est-il trompé. Mais l'essentiel n'est pas la réponse. L'essentiel est la méthode. Chercher une cause naturelle, chercher l'unité derrière la multiplicité, faire confiance à la raison. Avec Thalès, la pensée occidentale fait son premier pas. Un pas fragile, presque invisible, mais décisif. La mort de Thalès est presque symbolique. Comme souvent avec les figures antiques, elle nous parvient à travers la tradition. C'est Diogène Laërce qui rapporte l'anecdote. Thalès serait mort lors de jeux sportifs, peut-être des compétitions locales, peut-être de simples festivités populaires. Il n'était plus jeune, le soleil frappait fort, la foule était dense, le bruit, la chaleur, l'agitation. Et là, au milieu des spectateurs, l'homme qui avait cherché l'origine du cosmos aurait simplement vacillé, épuisé, terrassé par la chaleur. Il serait mort là, dans la poussière et la lumière. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette fin. Pas de scène héroïque, pas de discours solennel,
pas de temple silencieux. Juste un vieil homme, assis parmi les autres. Celui qui avait levé les yeux vers les étoiles meurt sous le soleil. Celui qui avait voulu comprendre le ciel s'éteint au cœur de la foule. Certains historiens doutent de la véracité exacte du récit, mais peu importe, car cette image nous parle. Elle nous rappelle que le premier philosophe n'était pas un mythe. Il était un homme de chair et de souffle, un esprit immense, dans un corps fragile. Et peut-être est-ce là la plus belle leçon. Celui qui cherche l'infini reste soumis aux lois les plus simples de la nature. La chaleur, le temps, la fatigue, la nécessité. Pourquoi parlons-nous encore de lui, plus de 2600 ans plus tard? Pourquoi ce nom, presque effacé par le temps, continue-t-il d'apparaître dans tous les manuels de philosophie? Parce qu'avec lui, quelque chose bascule. Avant Thalès, le monde s'explique par les mythes. Les éclairs sont des colères divines, les tempêtes, des avertissements, la naissance et la mort, des volontés invisibles. Le récit précède l'explication, le symbole précède l'analyse. Le cosmos est une histoire sacrée. Après Thalès, le monde peut s'expliquer par la raison. Ce n'est plus seulement un théâtre divin, c'est une réalité structurée, compréhensible, interrogeable. Ce glissement est immense. Il ne détruit pas immédiatement les mythes, mais il ouvre une brèche par laquelle s'engouffreront des générations de penseurs. Sans Thalès, pas de Anaximandre. Anaximandre ira plus loin. Il dira que l'origine n'est pas l'eau, mais l'apeiron, l'indéfini, l'illimité. Puis viendra Héraclite. Il parlera du feu, du changement permanent, du devenir. Et plus tard, Socrate déplacera la question du cosmos vers l'homme. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la vertu? Comment bien vivre? Puis Platon et Aristote structureront la métaphysique, la logique, la science. Mais tout commence par un geste simple. Un homme qui ose dire « Cherchons une cause naturelle, cherchons un principe, cherchons une unité derrière la multiplicité ». Thalès s'est peut-être trompé. L'eau n'est sans doute pas l'origine ultime de tout. Mais l'importance de Thalès ne réside pas dans sa réponse. Elle réside dans son audace. Il a transformé une question religieuse en question rationnelle. Il a affirmé sans le dire explicitement. Le monde peut être compris, et si le monde peut être compris, alors l'esprit humain en est capable. C'est cela la véritable étincelle, la naissance de la confiance dans la raison, la première pierre de la science, la racine de la philosophie occidentale. Il est la première étincelle, pas la flamme, pas l'incendie, mais l'étincelle. Et parfois, une étincelle suffit à éclairer des millénaires. Thalès n'a peut-être rien écrit, aucun livre, aucun traité, aucune page signée de sa main ne nous est parvenue. Et pourtant, son nom traverse les siècles. Pourquoi? Parce qu'il a posé une question simple, presque naïve en apparence, mais radicale. De quoi est fait le monde? Il ne s'est pas contenté d'un récit hérité. Il n'a pas répété une tradition. Il n'a pas accepté une réponse toute faite. Il a levé les yeux vers la mer, vers le ciel, vers la nature, et il a dit, en silence, « Je veux comprendre ». Ce geste, à lui seul, a changé l'histoire. Car parfois, ce ne sont pas les réponses qui transforment le monde. Ce sont les questions. Une question peut fissurer une certitude. Une question peut ouvrir un chemin. Une question peut faire naître une civilisation de pensée. Thalès s'est peut-être trompé sur l'eau. Mais il a eu raison sur une chose essentielle. Le monde n'est pas une énigme interdite. Il peut être interrogé, exploré, compris. Aujourd'hui, des millénaires plus tard, nous héritons de cette audace. Chaque fois que nous cherchons à comprendre plutôt qu'à croire aveuglément, chaque fois que nous remettons en question une évidence, chaque fois que nous observons le réel avec curiosité, nous marchons sans le savoir dans les pas de Thalès. Alors peut-être que la véritable question n'est pas « Qui était Thalès ?» mais « Quelle est la question que toi, tu n'as pas encore osé poser ?» parce qu'il suffit parfois d'une seule question pour allumer une étincelle. Et peut-être que la prochaine viendra de toi. Si cette vidéo t'a plu,
Pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations philosophiques. Chaque mois, nous partons à la rencontre des penseurs qui ont changé notre manière de voir le monde. Dis-moi en commentaire, quelles questions aimerais-tu voir abordées dans une prochaine vidéo? Et si tu veux soutenir la chaîne, un like et un partage font toute la différence. À très bientôt.